nombreux ce soir pour écouter Sarah Anderson. Donc Sarah est présente ici dans le cadre de la tournée de Space Bus France à La Réunion. Et en partenariat avec les amis de l'université, nous avons programmé un cycle de conférences. Donc celle-ci constitue la 4e et avant-dernière. Donc Sarah va nous parler de la formation du système solaire, qui est son sujet de recherche, sur lequel elle a travaillé en thèse et maintenant en post-doctorat au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Donc Sarah, en fait, a commencé ses études un peu différemment de beaucoup de gens. Elle a commencé par travailler pendant 3 ans au musée de l'air et de l'espace de Washington, en tant que médiatrice scientifique. Et puis, ensuite, elle a, on va dire, quelque sorte repris les études pour aller maintenant jusqu'à une thèse et puis un post-doc. Et on lui souhaite de trouver un poste prochainement. C'est aussi une autrice de science-fiction. Elle a une dizaine d'ouvrages à son actif. Donc n'hésitez pas à les lire. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Sarah. Merci Bruno. Bonsoir à tous, je suis vraiment heureuse de vous voir si nombreux ce soir, surtout pour apprendre la formation de notre système solaire. C'est un grand mystère et surprise, petit spoiler, on n'est pas entièrement sûr de tout ce qu'on voit. Donc c'est vraiment un mystère qui est encore à éclaircir et je vais vous montrer où on en est aujourd'hui sur cette recherche et ce qu'on comprend et ce qu'il nous reste à apprendre. Donc commençons avec aujourd'hui. Alors voici notre système solaire en bref. Si on imagine que le mystère de la formation du système solaire, c'est vraiment un mystère comme un roman policier, voici les indices qui nous restent dans le signe du crime. Nous avons 8 planètes, une étoile et des millions de petits corps. Ça, c'est les astéroïdes et les comètes. Ça, c'est mon domaine de recherche en particulier, ce que moi j'utilise pour essayer de résoudre ce mystère. Alors, voici notre Soleil. Au centre, c'est une étoile assez normale. C'est une étoile moyenne, on est au milieu de sa vie, on arrive à travers quelques calculs, en observant notre étoile et plusieurs autres, à comprendre qu'elle a 4,5 milliards d'années. Donc on se dit, on est vraiment au milieu de ce cycle de vie. Donc mauvaise nouvelle, notre Soleil va s'éteindre un jour, mais c'est dans 5,5 milliards d'années. Donc ça va, on peut se poser. Donc notre petite étoile, eh ben, c'est le berceau de notre vie, en fait c'est grâce à elle que nous on a toute vie sur Terre, et c'est aussi grâce à elle que nous avons toutes les planètes. Et voici nos belles planètes. On va les faire ensemble? Ouais? Vous les connaissez, vos planètes? Alors, la petite première, puis on a... Génial, vous êtes trop forts. Alors, notre système solaire est réparti de manière assez intéressante. Donc là, ils sont à échelle de taille, mais pas de distance. Si on a besoin de mettre ça en échelle de distance, ça ferait la taille de l'île, je pense. Je n'ai pas encore fait le calcul, mais ça va être assez énorme. Et vous voyez peut-être qu'il y a presque un trait qu'on peut tirer ici. Ils sont bien rangés, nos planètes. De ce côté, on a les planètes rocheuses, et de ce côté, on a les planètes gazeuses. Alors ça, c'est une de nos premiers indices pour essayer de comprendre leur formation. Bon, peut-être l'image un peu enfantin, mais un qui vous montre bien notre deuxième indice. Ils sont tous dans le même plan. Donc nos planètes tournent autour du Soleil dans le même plan. Donc si vous regardez le ciel, vous regardez l'écliptique, vous allez toujours les voir apparaître à peu près au même endroit. Donc ils orbitent dans ce même plan. Et on a quelques objets qui ne sont pas dans ce plan. Ça, c'est nos comètes, qui sont, vous allez voir plus tard, pas des intrus. Ils proviennent de notre système solaire, mais les orbites qu'ils ont actuellement ne correspondent pas à ce disque. Indice numéro 3. Voici maintenant l'échelle de distance. Donc bien sûr, si on voulait faire taille et distance, cela, ce ne serait même pas une pixel, donc on ne les verrait même pas. On les a agrandis pour vous. Et vous voyez peut-être qu'on a ajouté aussi une petite ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Et puis on a Pluton, c'est plus une planète, mais ça vous indique la position de la ceinture de Kuiper qu'on parlera par la suite. Et ça, c'est aussi pour vous montrer les unités qu'on utilise dans cette recherche, parce que je vais toujours parler en unités astronomiques, donc habituez-vous à ça. C'est tout simplement la distance Terre-Soleil, 1 AU. Donc chaque fois que je vais parler en AU, pensez à cette distance-là, pour vous donner une ordre d'échelle. Alors, je vous présente les petits cœurs, mes dadas.
ce que j'aime. Donc les astéroïdes, ce sont des petits corps rocheux. Donc ceux-là, ils tendent à être plus rocheux, plus métalliques. C'est des objets plus denses. Ensuite, on a les KBO. Donc là, Pluton, c'est la plus grande des KBO, parce que ça représente Kuiper Belt Object, ou objet de la ceinture de Kuiper. Alors ces objets sont assez glacés, et la chance pour nous, ils sont tellement loin du Soleil qu'ils ont été inaltérés depuis leur formation. Donc c'est super, c'est vraiment les carottes géologiques de notre système solaire. Si on peut les analyser, on va pouvoir comprendre exactement la composition de ce disque qui les a formés, exactement à cet endroit-là. Le problème, eh bien, ils sont petits et ils sont loin. Est-ce qu'on va les voir au télescope? On les voit? Non, on ne les a pas vus jusqu'en 1992. C'est là qu'on a vu les premiers objets de cette ceinture. Et aujourd'hui, on s'en sort pas mal avec le nouveau télescope James Webb. On peut commencer enfin à comprendre leur composition. Juste pour vous donner une ordre d'idée, les articles qui sortaient sur les KBO, on en avait peut-être un ou deux d'intéressants sur les 10 dernières années. Chaque année, on avait un ou deux. Et puis d'un coup, grâce au James Webb, janvier 2024, boum, on a 10 articles qui sortent et ils sont tous méga intéressants. Et depuis, si tu n'arrives pas à suivre, tu décroches rapidement de tout ce qui est en train de se passer dans ce domaine. C'est vraiment une nouvelle ère pour des objets et KBO. Et ensuite, encore plus lointaine, on a nos comètes. Alors celles-ci, elles sont composées de glace. On va voir pourquoi juste après. Alors elles sont de la glace, mais aussi la poussière qui était capturée lors de leur formation. Et ils sont super parce que c'est aussi des carottes géologiques de notre système solaire, mais eux, ils ne sont pas au même endroit où ils se sont formés. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir, malheureusement, identifier leur endroit exact de là où on les a échantillonnés. Et pire que ça, comme je vous ai dit, c'est petit, c'est froid. Est-ce qu'on va les voir au télescope? Non. Malheureusement, non. Donc il faut attendre qu'ils viennent nous rendre visite. Et c'est là que, quand on approche une glace près du Soleil, comme en plein été, ils vont commencer à fondre. Sauf que dans l'espace, on n'a pas cette pression pour avoir une fonte liquide. Ils vont passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Donc techniquement, ils fondent pas, ils subliment. Et ce gaz qui va sortir, ça va venir entourer la comète. Et ça va la retourner, entourer comme une atmosphère éphémère qu'on appelle un coma. Et ça peut faire entre 10 000 et 100 000 km de large. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont été assez courageux pour vous lever à 4h30 du matin, la semaine dernière, pour voir la comète. Elle était absolument fabuleuse. Donc ça, c'est C2023, A3, Chichuchen, excusez-moi, Atlas. Je vais juste l'appeler Atlas. J'arrive pas. Et cette comète, en fait, c'est de la glace de notre formation du système solaire capturée, qui est enfin, après 4,5 milliards d'années, en train d'être éjectée. Et de coup, ça nous donne un spectacle assez remarquable. Donc ça, c'est nos petits indices. Et où ils vivent, ces objets? Les astéroïdes, la plupart d'entre eux, se trouvent en grande majorité dans la ceinture d'astéroïdes, donc entre Mars et Jupiter. Et il y en a des milliers, on ne peut pas tous les observer parce qu'ils ne sont pas tous assez larges, mais quelques-uns, comme Cérès, font presque 1000 km de large, donc c'est assez costaud et on peut les voir et même envoyer des missions et les visiter. Donc ça nous donne un bon moyen de sonder toute cette matière première du système solaire. Mais aussi, on a cette ceinture de Kuiper, dont je parle depuis le début. Elle est remplie de ces KBO. KBO, objets de la ceinture de Kuiper, on trouve particulièrement des planètes naines comme Pluton, et Iris, et Haumea, et Makemake, des super noms, des super objets qui sont assez gros. Eux, on peut les voir, avec des beaux télescopes, on peut les voir assez bien. Et ils ont des histoires assez intéressantes. Leur glace est toute différente, et du coup, ça nous ajoute encore des indices à ce mystère. Parce que n'oubliez pas, nous, on ne peut pas regarder dans le passé, pas dans notre système solaire. On peut seulement voir les traces de la formation avec ce qu'il y a aujourd'hui. Alors retracer le passé, c'est pas évident. Surtout que ces objets, dans les films, vous les voyez surtout comme ça, juste à côté. Il faut faire un vol assez compliqué pour les éviter. Mais en vraie vie, c'est plutôt comme ça. Il y a plusieurs milliers de kilomètres entre ces objets. Et ce qui veut dire que, essayer de les trouver, c'est pas gagné. Mais c'est génial si on veut envoyer une sonde. On ne va pas se prendre une astéroïde en pleine figure. On va pouvoir les détourner assez facilement, et même les éviter. Pour vous donner une ordre d'échelle du système solaire, là on a vu le système solaire interne, mais je vous présente le nuage de Oort. Donc là on est en échelle logarithmique. Donc, 1 unité astronomique.
puis on condense pour voir le niveau intérieur du nuage de Oort, à peu près 1000 unités astronomiques, voire 10 000, ça peut s'étendre jusqu'à 100 000 unités astronomiques. Ça, c'est la limite de l'influence gravitationnelle de notre Soleil. Et c'est là la limite de notre système solaire. Donc, pour ceux qui étaient heureux que Voyager avait quitté le système solaire il y a quelques années, ben moi aussi je suis heureuse, elle a seulement quitté l'héliopause. Elle a quitté la limite du vent solaire. Donc pour nous, les dynamiciens, elle n'est pas partie assez loin pour officiellement quitter le système solaire. Mais ça lui prend presque 300 ans pour arriver là, et quelques milliers d'années pour vraiment quitter le système solaire. Puis quelques millions d'années pour arriver à la planète, à une exoplanète proche. Donc, petit Voyager, elle a encore un petit chemin à faire, espérons qu'elle va continuer à marcher, et que les gens dans 300 ans seront encore codés dans son langage. Parce que si on n'arrive plus à la parler, ce serait vraiment dommage. Donc, voici encore une image pour vous remettre en tête cette échelle. Parce que c'est ahurissant la taille de notre système solaire. Et ce nuage de Oort, on ne peut pas l'observer, on est juste incapable de le faire. Nos télescopes ne sont pas assez puissants, on arrive à peine à voir la ceinture de Kuiper. Donc les objets du nuage de Oort, il faut attendre qu'eux, ils viennent nous visiter. Et ça peut arriver quand il y a un passage d'une étoile proche, juste assez proche, pour dénicher un objet ou deux et les envoyer vers nous, au centre, là où il y a notre Soleil, et à nous, tous les petits planètes qu'on connaît et qu'on adore. Donc le nuage d'Oort est assez énorme, mais elle est encore juste spéculative. On ne la voit pas. On sait par contre qu'elle existe, parce que si on calcule la dynamique ou l'histoire dynamique de nos comètes, pour voir où celles de longue période, celles qui reviennent tous les 100 000 ans, d'où ils viennent, eh ben, on les retrace jusqu'à cet ordre externe. Et ils tournent. Ils tournent tout tranquillement autour du Soleil, sur un chemin qui peut leur prendre des millions d'années. Mais ils sont là depuis 4,5 milliards d'années, depuis la formation de notre étoile. Ce qui veut dire que si on pouvait les sonder, on aurait des précieuses informations sur notre système solaire. C'est dommage qu'il soit si loin. Alors comment on fait pour construire ce système solaire? Le système solaire est parvenu d'une nébuleuse. Alors une nébuleuse, on peut les appeler les maternités des étoiles. Donc comment on fait pour arriver de cette maternité à là où on est aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas de photo d'enfance dans notre système solaire. Il faut vraiment se fier à ce qu'on observe maintenant, comparé à ce qu'on observe dans le système, dans l'univers, ou même dans notre propre galaxie, et les paramètres et les petits événements qu'on arrive à observer en train de se mettre en action autour de nous. Alors commençons avec ce nuage, ce très beau nuage. Et dans ce nuage, on a juste plein de poussière et de gaz qui font absolument rien, à part être très jolis. Alors, on commence avec cette énorme nébuleuse, et avec tout ce gaz, tout ce matériel, il va falloir un élément déclencheur. Comme dans tous les bons romans, tous les bons films, boum, un choc. Alors, on suppose que c'était le choc d'un supernova dans les alentours. Ce tombe de choc allait passer à travers ce nuage. Et ça allait apporter une énergie et un mouvement, lui donner un mouvement, un moment angulaire à tous ces éléments. Et du coup, ils vont commencer à s'effondrer. Donc imaginez que vous êtes dans une foule, vous êtes en train de regarder un concert. Il y a quelqu'un, quelque part, qui crie « Feu! Feu !» Tout le monde se met debout, tout le monde se met à courir, mais personne ne sait où sortir, où aller. Ils vont commencer à se rentrer dedans. Et à partir de ça, on va commencer à trouver le chaos, il va commencer à devenir de plus en plus régulier. On va venir échanger de l'énergie à travers ces contacts, et on va trouver une moyenne dans le mouvement. Donc dans ce nuage, au tout départ, on avait des particules qui bougeaient dans tous les sens. On leur a donné du mouvement, boum, un peu de panique. Là, on commence à trouver de l'ordre, ils vont se rentrer dedans. La conservation du moment angulaire, là, j'ai commencé à les faire tourner et à trouver tous presque exactement le même mouvement. Ce qui va venir aplatir ce nuage un peu comme un pancake. Si vous avez jamais vu ou déjà vu un patineur artistique, quand il tourne sur eux-mêmes, et quand ils rentrent les bras, ils vont venir devenir beaucoup plus rapides. Et du coup, on va avoir ce petit disque qui se forme en tournant autour d'une étoile. Donc c'est pas encore une étoile, il faut avoir beaucoup de matière qui tombe dessus. On va commencer à avoir une pression assez énorme au centre de ce nuage tourbillonnant. Et enfin, après un certain moment, la pression est tellement énorme que ça va commencer la fusion nucléaire. Boum,
nous avons une bébé étoile, un bébé étoile, une proto-étoile. Et ce qui va se passer avec cette fusion nucléaire, eh ben, ça va commencer à chauffer tout notre gaz. La chance pour nous, tout l'effondrement vers le centre, il va venir s'équilibrer avec cette explosion au tout milieu. Ce qui veut dire qu'on va trouver un équilibre et ça va devenir un peu stable. Donc notre étoile, elle est bien là, mais tout le gaz qui tourne autour, il n'est pas encore parti. Donc voici une photo imaginée d'un disque protoplanétaire. Et ce disque protoplanétaire, on peut l'observer. Alors ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est des vrais disques protoplanétaires qu'on a réussi à observer dans l'univers. Ils sont pas magnifiques. Donc à l'intérieur, nous avons les étoiles et tout leur gaz qui est encore en contact avec elles, mais en train de tourbillonner autour. Donc ils sont tous bons, ils sont tous en disque. Là, c'est juste le fait qu'on les observe parfois sur la tranche, parfois de haut, parfois de plus incliné. Donc ça en est des vrais. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre un peu mieux ce moment dans notre système solaire. C'est vraiment le tout début. Et ce moment, ce top du déclenchement de cette fusion nucléaire, ça commence à un countdown de 10 millions d'années. C'est très court. C'est en fait le temps qu'on a pour former des planètes dans le cycle de vie de l'étoile. On appelle ça le stade T-Tauri. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir en fait avec ALMA, l'instrument? On est en train de voir la poussière. Et là, cette poussière, elle est vraiment agrandie. Là, on est à l'ordre du micromètre. Donc, on est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Et ces petits grains de poussière, ben, ils ne vont pas juste rester tout seuls. Parce que dans ce disque tourbillonnant, ils vont commencer à faire des rencontres. Ils vont se coller ensemble. Donc, effet boule de neige. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de neige à La Réunion. Mais pour ceux qui ont déjà vu, imaginez que vous avez vos petits particules tout petits de micromètres, ils vont venir se coller. Ça va devenir un peu plus gros, et ça va coller, ça va coller, ça va coller. Parfois, les réactions sont trop rapides, et ça va venir casser le galet, et vont devoir commencer du début. Enfin, on va pouvoir créer des agrégates. Donc on monte au prochain niveau. Là, on passe enfin au millimètre. Et c'est pas évident, il faut avoir des bonnes conditions de pression et de température pour les former. Du coup, ça veut dire qu'ils vont pas se former absolument partout dans ce disque. Bon, des agrégates, on passe enfin aux cailloux. En anglais, on les appelle les pebbles. Je trouve ça assez mignon. Alors ces pebbles, on peut les imaginer comme des cailloux sur Terre, mais nous n'avons pas de l'eau liquide pour venir les éroder. Du coup, il faut les imaginer beaucoup plus craquelants. Un peu comme les agrégates que je vais monter au tout début, vont avoir des formes assez étranges. Mais chaque fois qu'on passe au niveau supérieur de taille, eh ben, ça va venir adoucir un peu la forme. On passe enfin aux planétésimaux. Les planétésimaux, là, on est enfin dans le régime du kilomètre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce qu'ils ont assez de masse pour interagir entre eux. Alors eux, ils vont pouvoir faire des collisions entre elles, qui vont le casser, sauf si ces collisions sont tellement lentes qu'ils vont venir se coller. Donc regardez, ça c'est Ultima Thule. Ça, elle a été photographiée par la sonde New Horizons après avoir visité Pluton. Et vous voyez les deux lobes, avec l'endroit juste entre les deux. Il faut imaginer que la collision a été tellement lente que quand ils se sont rencontrés, il y avait de la chaleur, il y avait de l'énergie, ça a fait fondre la glace, mais c'était tellement lent que la glace s'est refigée en les collant ensemble, comme dans votre congélateur. Donc on a enfin formé les planétésimaux. Et ça, c'est les photos actuelles, parce que oui, les planétésimaux, en fait, c'est ceux qui n'ont pas réussi à s'inclure dans les planètes, et du coup, c'est ceux qu'on observe aujourd'hui, c'est nos caméos, c'est nos astéroïdes, et c'est nos comètes. Donc je vous présente une de plus près. Ça, c'est 67P Churyumov-Gerasimenko, ou Chury pour ses amis. C'est une comète. C'est la seule comète qui a été visitée avec une sonde, qui a été suivie pendant 2 ans par la mission Rosetta, et sur laquelle on a essayé de poser une petite sonde. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Mais je voulais juste vous montrer l'échelle de ces objets. Là, on est vraiment aux quelques kilomètres, et ça, c'est juste pour les plus grosses. Donc, on a beaucoup de problèmes à cet état, à ce step, en fait, à ce moment, pour ceux qui essayent de simuler la formation de ces objets. Parce qu'il faut bien qu'on ait des endroits dans le disque où on a des bonnes conditions pour qu'elles collent ensemble, pour former les embryons planétaires. Sauf qu'un gros problème, c'est que la seule manière qu'on a pour voir ce processus, on ne peut pas l'observer dans d'autres systèmes solaires, on est obligé de le simuler avec nos ordinateurs. Et c'est très compliqué, parce qu'ils sont
vraiment des agrégats. Vous avez vu, c'est des cailloux qui sont collés ensemble pour devenir de plus en plus gros. Et simuler ça, ça veut dire qu'on n'a pas des objets qui sont assez sphériques, cool, faciles à manipuler. Quand on arrive à cette étape, quand on a assez de matière, là les choses deviennent un peu plus simples à modeler. Parce qu'ils vont venir s'effondrer sous l'effet de leur propre masse et devenir sphériques. Et justement, pour ceux qui connaissent l'histoire de Pluton et pourquoi elle a été déclassée planète, ben, la nouvelle définition qui avait été inventée, c'était qu'il faut que la planète, pour devenir une planète, il faut avoir assez de masse pour devenir sphérique. Donc tout à l'heure, je vous avais montré, si je peux repasser dans l'autre sens, notre petit astéroïde et nous là. Là, on dirait plutôt une toupie. Dommage, c'est pas une planète. Pareil que ces autres objets, qu'il reste vraiment des patatoïdes dans l'espace. Donc il faut vraiment passer à l'étape supérieure pour devenir sphérique. Pluton, la chance pour nous, elle l'a. En fait, vous allez voir, la prochaine étape, c'est l'étape qu'elle n'a pas réussi. Ça c'est une simulation, donc c'est pas une vraie photo. Mais regardez, en rouge, on a le gaz dans le disque. Et si notre planétésimal, il devient assez gros, donc déjà il est sphérique, mais il passe encore au niveau supérieur, où il est absolument surpuissant, il va ouvrir un trou dans ce gaz, il va commencer à bouffer le gaz pour devenir de plus en plus gros. Et je vous donne un exemple de ce processus, ou le résultat plutôt de ce processus. Voici notre Jupiter. Comme elle est la plus grosse, on pense que c'est la première à s'être formée. Elle a ouvert son gap, qui l'a stabilisé, qui l'a aidé en fait à régner dans le système solaire. Et dans ce gap, elle a commencé à se nourrir de tout ce qui l'entourait. Vraiment tout le gaz. Il absorbait, il absorbait, il absorbait pour devenir plus gros, pour devenir le roi des planètes. On se dit ça parce que les autres planètes géantes gazeuses, ils sont apparus après, du coup ils n'avaient plus rien à manger. C'est pour ça qu'on pense que Saturne, bon, elle a réussi à venir assez tôt pour pouvoir bien manger à sa faim, mais Uranus-Neptune assez tardivement. Elle était peut-être aussi plus loin du Soleil, où il y avait moins de gaz, donc du coup moins à manger. Ça veut dire que pour essayer de comprendre ce moment de formation, il faut vraiment se mettre dans cette simulation. Parce qu'on ne peut pas observer ça dans notre système solaire. Donc je vous présente nos planètes gazeuses. Et là encore, mystère, est-ce qu'il y a vraiment un noyau au centre? Est-ce que c'est comme les fruits à coque? Est-ce qu'il y a vraiment un petit noyau de pêche à l'intérieur? Donc je vais vous donner un ordre d'idée de la taille. Notre petite Terre, elle a dû se former bien après, où il y avait bien moins de matière. Et elle est beaucoup plus près du Soleil, donc je vais vous montrer que ça ajoute une problématique. Alors, on voit vraiment les éléments qu'ils ont gobés, mais vous pouvez voir que Jupiter et Saturne, ils n'ont pas mangé les mêmes choses que Uranus et Neptune. Alors, un indice de plus. Pourquoi ces objets-là, ils ont une composition différente que Jupiter et Saturne? Alors là, je vous ai menti, on a bel et bien une photo d'un petit Jupiter qui se forme. Donc ça, c'est une vraie photo, c'est pas une simulation. Je vous laisse l'admirer. Donc ça, c'est ALMA qui l'a pris, c'est un radiotélescope qui peut prendre des objets très lointains en photo. Et là, c'est vraiment le gaz surchauffé dans cette étape théorique. Donc on a un bébé Jupiter qui se forme. Donc on ne voit pas... Ah oui, donc du coup, c'est la poussière surchauffée. Désolée, j'ai mal parlé. On ne voit pas le gaz, donc on ne voit pas le petit gap qu'il a ouvert là. C'est encore quelque chose qu'on est en train d'essayer de comprendre. Mais si vous voyez les petits bras, on se dit que non seulement il est en train de se nourrir de gaz qu'on ne voit pas, mais qu'il y a de la poussière qui est en train d'être encheminée vers lui, qui est en train, comme on lui donne une petite cuillère, on lui dit on fait l'avion, on lui fait manger sa dose de poussière. Alors est-ce que cette poussière est maintenant au centre de Jupiter? Eh bien, il faudrait envoyer quelque chose plonger dedans pour le savoir. Et il y a des experts qui se penchent sur cette problématique en se disant, comme on ne va jamais avec les technologies d'aujourd'hui comprendre ce qu'il y a à l'intérieur ou visiter ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, par exemple, étudier le gaz lui-même pour voir s'il y a des ondes sismiques et essayer de comprendre mieux l'intérieur de Jupiter. Mais tant que ce mystère n'est pas résolu, c'est un énorme problème pour le reste d'entre nous, parce qu'on ne sait pas exactement comment il a réussi à avoir assez de masse pour commencer à faire son petit gap. Donc là, on arrive à une partie assez compliquée, donc accrochez-vous. On va parler enfin des lignes de glace. Donc vous pouvez imaginer que dans le disque, quand vous êtes près du Soleil, vous êtes surchauffé.
Le gaz, là, il est tellement chaud que même la roche, elle est sous forme de gaz. Mais vous vous éloignez tout doucement de notre étoile, et ça va commencer à faire un peu plus froid. Et chaque élément, en fait, a des températures qui lui permettent d'aller d'un état à l'autre. Donc dans l'espace, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas assez de pression pour avoir de l'eau liquide, ou avoir un élément liquide. Bon, il y a des rares extrêmes, mais parlons des choses un peu plus simples. Donc, dans le cas de l'eau, c'est une qui est l'élément le plus important dans ce mystère. On va regarder là où on a la ligne de glace. C'est la ligne après laquelle elle ne peut que exister sous forme de glace. Donc là, près du Soleil, elle n'a aucun choix, c'est un gaz. Ou plutôt, c'est une grosse vapeur d'eau, on peut imaginer. Et elle va venir entourer le Soleil, ou plutôt dans le disque, va venir le remplacer, ou remplir plutôt, d'éléments liquides, pas liquides du coup, vapeur d'eau, vraiment du morceau de particules d'eau qui vraiment flottent partout. Et en dehors, eh ben, ces petites particules sont glacées. Et ça va permettre à coller et à former des objets de plus en plus gros, exactement comme les planissimo qu'on a vu tout à l'heure. Donc, nos petites comètes ont dû se former loin de cette ligne de glace pour pouvoir avoir de la glace solide, pour pouvoir les rendre de plus en plus gros. Alors là, le fait que l'eau est sous forme de gaz, ça ajoute un problème. Parce qu'il y a plein d'éléments qui sont attirés vers le Soleil. Vraiment, tout veut être autour du Soleil, et surtout les éléments les plus lourds, ils vont venir faire un spirale dans le disque pour venir de plus en plus près du Soleil. Et c'est seulement les éléments lourds qui vont avoir la facilité de passer à travers ce bouclier d'eau. Ils vont réussir à passer à travers ce nuage. Alors c'est pour ça qu'on a les éléments les plus lourds et les plus solides plus près du Soleil. C'est parce que eux, ils ont la facilité à passer à travers cette ligne de glace et tout l'eau gazeuse qui est là. Les éléments légers, eux, eh ben, ils ne peuvent pas traverser la barrière. Et c'est pour ça qu'on pense que Jupiter s'est formé là où il est. On se dit que la ligne de glace, elle a dû être quelque part près de la formation de Jupiter. Parce que sinon, Jupiter, il n'aurait pas pu devenir si gros et gober tout ce gaz. Parce que sinon, le gaz, lui, il aurait été mangé par l'étoile, et pouf, il n'y a plus rien à le nourrir. Et c'est justement le problème qu'on a avec certaines étoiles, avec leur disque d'agression, là. Certaines étoiles sont ou trop chaudes pour avoir cette ligne de glace, du coup le gaz ne va pas pouvoir former des planètes, ou trop froid, et du coup tout va venir se former très près de notre étoile. Alors ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mieux comprendre en observant les autres systèmes solaires. Avec les exoplanètes, on en trouve de plus en plus tous les jours. Le mystère là, c'est que la plupart des exoplanètes qu'on trouve, les planètes dans les autres systèmes solaires, ça tend à être des hot Jupiter. C'est des Jupiters tout chauds et beaucoup trop près de leur étoile pour se mettre dans ce modèle-là. Alors ça peut montrer qu'on a plein de progrès à faire, on a plein de questions encore à résoudre. Par contre, côté rocheux, parce qu'on commence enfin à avoir la technologie pour voir des planètes rocheuses, on commence à voir que la plupart des exoplanètes, c'est des gros Vénus. Bon, 40% des planètes exoplanètes rocheuses tendent à être des gros Vénus, donc des gros éléments rocheux avec des grosses atmosphères. Donc eux, ça colle assez bien avec nos modèles de formation, mais c'est quand même un peu bizarre. Alors là, je vais vous parler de la ligne de glace de l'eau, et je vous ai aussi dit qu'assez près du Soleil, on avait carrément du métal sous forme de gaz, ou les silicates, ou le sable sous forme de gaz. Ce qui veut dire qu'il y a une ligne de glace, ou une ligne du solide, ligne d'équilibre, pour les silicates, pour le sable. Et pour chaque élément chimique, il y a une ligne différente. Ce qui veut dire qu'on doit toutes les trouver pour comprendre la formation planétaire. Et là, pour l'instant, personne n'est d'accord. On pose parfois la ligne de glace ici, il y en a certains qui disent qu'elle devrait être ici, et certains disent qu'elle devrait être là. Et en plus, notre étoile est en train de refroidir. Ce qui veut dire qu'elle est en train de bouger tout le temps. Donc pour essayer de contraindre le moment de formation de nos planètes, eh ben, il faut savoir exactement où est la ligne de glace au moment de sa formation. Et comment les éléments chimiques sont arrivés là. Parce qu'ils ont pu être transportés, mais par quel moyen? C'est vraiment prise de tête. Donc retournons sur les planètes rocheuses. Eux qui se sont formés très près du Soleil avec des éléments denses qui ont réussi à passer cette barrière. Alors je vous présente nos planètes telluriques qu'on a vues tout à l'heure. On a Mercure, Vénus, Terre, Mars et notre Lune qui a, bien sûr, c'est pas une planète, mais ça nous donne un peu une grande échelle et vous voyez que lui aussi, il a un noyau.
Donc là, on arrive assez bien à savoir qu'il y a des noyaux dans ces planètes parce qu'on peut les sonder avec des manières différentes. Sur Mars, il y avait carrément une mission qui était partie pour essayer de creuser et pour voir en fait si on pouvait envoyer les ondes pour les mesurer et pour voir si le noyau, la taille du noyau, la composition du noyau. Il a eu quelques problèmes, mais on a quand même réussi à commencer à tirer des données. Sur la Lune, c'était une des missions des astronautes, c'était d'envoyer des ondes sismiques à travers la Lune pour écouter ce qui va rebondir et essayer de comprendre, la Lune, est-ce qu'elle a un noyau? Et oui, on a trouvé qu'elle a bel et bien un noyau. Notre Terre, on a notre noyau, on a tellement de pression intérieure qu'elle est toute chaude et presque quasiment liquide, et elle est en train de tourner. On a beaucoup de convection, et en fait, ça nous aide, nous, à tourner sur nous-mêmes, mais aussi à avoir les effets de dynamo qui vont nous protéger. Alors, c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à voir pour l'intérieur de ces planètes, mais pourquoi, en fait, on a ces noyaux? Alors ça, c'est encore un effet de masse. Il faut avoir assez de masse pour devenir assez gros, pour devenir assez sphérique, et il faut peut-être aussi devenir assez gros pour se différencier. Donc il faut imaginer que ça prend beaucoup d'énergie pour devenir sphérique. On a beaucoup de masse, donc c'est la forme la plus pratique pour que cette masse peut se prendre. Mais le problème, c'est que tous ces planétésimaux, ils ont tous apporté des ingrédients différents à la pâte. Donc on a bel et bien mélangé, mais à l'inverse de nos gâteaux qui, bien mélangés, vont bien cuire au four, eux, ils sont tellement énormes que tous les aliments lourds, ils vont pouvoir passer à travers la chaleur, à travers tout qui a été fondu, pour retomber au centre de notre planète. Et ça nous permet de différencier, parce qu'il a des différentes couches. Alors ça, c'est vraiment puissant pour nous, parce qu'on va pouvoir identifier les éléments qui étaient présents, et aussi parce qu'un objet différencié va pouvoir créer des nouveaux matériaux. Donc si on trouve par exemple une météorite qui n'a pas de métal, ça veut dire que c'était plutôt quelque chose de différencié, quelque chose qui n'était pas comme ça au départ, où on avait du métal et de la roche qui coexistaient. Ce qui veut dire qu'à un moment, il a dû avoir un objet assez énorme pour pouvoir différencier. Et ensuite, il a dû avoir un choc à un moment ou à un autre pour pouvoir mettre des fragments, pour pouvoir les envoyer partout, pour qu'on puisse nous retrouver maintenant, aujourd'hui, avec un noyau, une petite météorite tombée du ciel, entièrement rocheuse. Donc ça nous donne beaucoup d'indices, essayer de reconstruire ces objets, mais ça veut aussi dire qu'à un moment, on avait beaucoup plus de planétésimaux. Donc, mystère de plus. Où ils sont? Où ils sont partis, ces embryons planétaires? Où ils sont partis, tous ces objets différenciés? Parce qu'à part Pluton, Eris, Makemake et Cérès, on pense à peu près qu'elle est différenciée, elle est assez large, et où ils sont partis tous les autres? Il y en a un que récemment on a réussi à comprendre, est venu changer la place de notre Terre. Alors voici le résultat d'une simulation que j'aime bien, c'est celle la plus récente pour la formation de la Lune. Alors là, on a formé les planètes, elles sont tranquilles, posées dans leur coin, et puis un jour, notre planète Terre, elle a rencontré quelqu'un de moins aimable, la planète Théa. La planète Théa est venue lui donner un gros coup de poing, venue en collision, et c'était tellement énergétique que ça a fondu tout le matériel. Et on s'est retrouvé avec une énorme éjection de matériel, mélangé Théa-Terre, qui est venue ensuite former notre Lune. Et notre Terre, là, mélangée, elle a pris des morceaux de Théa. Alors, dans combien de fois dans l'histoire de notre système solaire est-ce qu'on a eu ces éléments-là? Parce que nous, on a réussi à trouver ça pour la Lune il y a à peine 3 ans maintenant. Combien d'autres planètes dans le système solaire ont eu cette expérience? Donc, remettons-nous dans l'ordre. On a commencé avec un nuage. Ce nuage est devenu un beau pancake de gaz surchauffé, avec une étoile qui est née en plein milieu. Et tout doucement, ce gaz il a été mangé par l'étoile au centre, il a aidé à la formation des planètes, mais aussi il a évaporé. Parce qu'on ne peut pas tout retenir dans ce disque, surtout quand on est loin du Soleil. Du coup, tout doucement, tout ce gaz est parti. On se retrouve avec des éléments rocheux, des gros cailloux, des planétésimaux. Nos planètes sont dans leur dernière phase de formation, et on termine avec le système solaire qu'on aime et qu'on adore aujourd'hui. Donc vous pouvez voir maintenant pourquoi tous les planètes sont dans le plan. Donc cette partie-là, on a bien réussi à comprendre. Un mystère de moins à résoudre.
Et là, on entre dans une ère dynamique. Rien n'est encore fixe, rien n'est encore figé, parce que le départ de ce gaz a engendré un gros basculement dans l'hierarchie de ces planètes. Et là, je vais vous parler du modèle de Nice. Alors, le modèle de Nice est sorti juste après le film, donc je ne sais pas qui a copié qui, mais le modèle de Nice, c'est le modèle qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de comprendre la migration de ces planètes. Parce que oui, elles ne sont pas restées là où elles se sont formées. Ça serait trop simple. Elles sont parties. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de cette période, quand le gaz est parti, on avait nos planètes géantes. Donc, je ne parle pas encore des planètes rocheuses. En vrai, les planètes rocheuses, on ne sait pas exactement à quel moment elles sont formées, ou au moins à quel moment elles sont venues dans la forme qu'ils ont aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai raconté, avec toutes ces collisions, il y a des choses qui ont pu beaucoup changer, beaucoup altérer. Alors, on a Jupiter, on a Saturne, on a Vénus, on a Neptune, et t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Alors le truc bizarre, c'est que ce modèle, maintenant aujourd'hui, a besoin d'une 5e planète géante gazeuse. Ces objets ici, eh ben, c'est nos planétésimaux. C'est surtout des objets cométaires. Là, près de Jupiter, on a des objets un peu plus rocheux parce qu'ils sont plus près du Soleil, et plus loin, c'est vraiment des objets moite-moite, glace et poussière. Et à un moment, le gaz, il va partir. Et ce moment est tellement choquant que ça va tout chambouler. Jupiter va avoir un hoquet. Il va devenir un petit peu plus excentrique, son orbite va devenir un peu plus tendue pendant juste un petit instant. Et c'est juste assez pour tout remettre en question. Saturne va commencer à partir. Ça va basculer tous les petits planétésimaux qui étaient autour d'eux. Juste le fait que leur masse est en train d'agir en tandem, ça va donner des énormes, presque coups de poing gravitationnels qui vont envoyer ces petits corps partout dans le système solaire. Il y en aura la moitié qui viendront. Eux, ils sont tracés en poussant ces planétésimaux glacés vers l'extérieur. Donc celles qui étaient plus près d'Uranus, elles ont eu l'aide de Jupiter, Saturne et Ice-1, et ils sont partis beaucoup trop loin, ils sont partis former le nuage de Oort. Mais ça laissait des objets qui retombaient tout tranquillement dans la ceinture de Kuiper. Et même que certains objets de la ceinture de Kuiper, ils auraient carrément pu se former exactement là où ils sont aujourd'hui. Encore une raison de plus d'aller les explorer, parce que ça veut dire qu'eux, ils se sont formés avec précisément la matière qui était disponible à cet endroit-là, dans le disque, il y a 4,5 milliards d'années. Ce qui voudrait dire qu'on a vraiment un indice du crime, on sait exactement l'ADN de cet endroit. Et au final, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui. Notre belle ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Ice-1, Uranus et Neptune. Et Ice-1, eh ben, qui sait où elle est? Elle est peut-être devenue une planète rogue, éjectée du système solaire, partie à tout jamais vagabonder dans l'univers, dans le milieu interstellaire. Et c'est aussi possible qu'elle a été rattrapée, mais très loin, sur un orbite lointain. Alors certains vous disent, et si c'est la mystérieuse planète 9, anciennement appelée planète X, avant que Pluton qui a été buté de sa place. Alors ça, c'est un gros mystère, parce que pour l'instant, on l'a toujours pas observé, ce planète 9, et il y a 2 scientifiques qui sont vraiment à fond dessus, et en vrai, juste le fait qu'ils en parlent, ça fait toujours des médias, même si le reste de la communauté est vraiment en mode, on ne pense pas. Mais c'est une discussion à avoir. Alors comment on sait tout ça? Eh bien, c'est vraiment avec la distribution des astéroïdes et des comètes aujourd'hui. Parce que si on les regarde, certains sont en train de faire des orbites tout simples, bien en train de tourner dans l'écliptique, dans le plan avec les autres planètes, mais d'autres, ils sont inclinés par rapport à ce plan. Certains sont un peu plus haut, un peu plus bas, et ça, en fait, c'est vraiment les empreintes du crime, vraiment. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simuler ces planètes. Si on arrive à redonner à la fin la configuration qu'on voit aujourd'hui, ça veut dire que tous les paramètres qu'on a mis dans les simulations et toute l'histoire de migration qu'on a donnée à ces planètes, eh ben, c'est celle-là qui est correcte. Et ça fait partie de mon boulot et du boulot de plusieurs dynamiciens dans le monde, c'est vraiment essayer de recréer le timeline de ce mouvement. Donc voici le modèle de Nice de départ, avant qu'on avait ajouté sa 5e planète. Donc ça, c'est celle qui est officielle, je voulais leur donner le crédit parce que c'est assez impressionnant. Et oui, c'est Nice parce que c'est la ville de Nice où a été inventé ce modèle à l'observatoire de Nice. Donc au tout départ, on a les planètes dans une concentration beaucoup plus proche qu'on a aujourd'hui.
Le saut de Jupiter va engendrer un effet domino qui va pousser les planètes externes jusqu'au moment que les planétésimaux, les comètes et un peu d'astéroïdes ont été complètement displacés et nos planètes ont rejoint leur orbite actuelle. Donc ça c'est le modèle avec 4 planètes. Le modèle avec 5 c'est celui qui est accepté par les dynamiciens, mais pas tout le monde est d'accord. Donc je suis obligée de vous montrer les deux parties, sinon vous allez dire à tout le monde qu'il y avait 5 planètes et vous allez vous tomber sur quelqu'un de l'autre côté qui va vous crier dessus. Mais je préfère pas que ça arrive, hein, parce que je l'ai déjà vu ça. Donc voici une simulation que j'ai faite moi. Et vous pouvez voir vraiment le déplacement de ces objets. Je les ai coloriés pour vous montrer leur envoi de départ. Donc on voit vraiment que la ceinture d'astéroïdes, elle, ces objets vont se retrouver presque à leur endroit de formation, mais vont se retrouver beaucoup plus près du Soleil, dans un endroit assez restreint, désolé. Là, à l'autre bout, on a des objets qui bougent quasiment pas. Ça, c'est celle qui nous intéresse, c'est vraiment les objets de départ qui n'ont pas bougé de leur endroit de départ. Puis entre deux, et ben hop, on est en train de remplir le nuage d'or, donc on les voit vraiment partir au loin. On les dit au revoir parce que certains d'entre eux vont jamais revenir dans le système solaire interne, et ceux qui reviennent, et ben, ça va être des magnifiques comètes. Et même que l'eau, c'est un mystère qu'on est encore en train de se plonger dessus. Parce que comme vous avez vu, on a formé les planètes rocheuses, on était tellement près du Soleil que l'eau ne pouvait pas exister de manière solide. On ne pouvait pas trop l'attraper, au moins on ne pouvait rien faire avec. Donc comment on a réussi à porter de l'eau sur la Terre? On se dit que ça a dû être un moment différent, quand la température était plus basse, et que les comètes, pendant ce moment de migration intense des planètes, ces planétésimaux auraient été poussés vers le système solaire interne, bombarder notre bébé Terre. Donc ça peut presque nous aider à trouver le moment de formation de la Terre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas en quelle quantité cette eau est arrivée, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas si la Terre était exactement où elle s'est formée aujourd'hui. Il y a plein de mystères qui restent encore à résoudre. On est vraiment dans une ère où on peut commencer à répondre à ces questions, mais chaque question où on trouve une réponse va engendrer des nouvelles questions. Par exemple, Uranus, pourquoi elle est couchée? Pourquoi elle tourne sur son côté? C'est la seule planète qui tourne avec un axe tellement incliné. C'est vraiment comme si c'était un rouleau de pâtisserie qui tournait autour du Soleil. Donc on se dit qu'elle a dû recevoir un choc assez énorme à un moment ou à un autre. Mais ça a dû être un choc absolument énorme. Est-ce que c'est une autre planète qui serait rentrée dedans? Et si oui, laquelle? Parce que pour l'instant, dans nos modèles, on n'en trouve pas. Est-ce que cette planète de plus, elle aurait pu faire ses dégâts? Si oui, est-ce que ça voudrait dire qu'elle pourrait être encore dans notre système solaire? Donc c'est un gros mystère qui reste encore à résoudre. Une où on a enfin eu un résultat assez risant, c'est pour la formation des anneaux de Saturne. Parce que ça, c'était un événement qui était assez récent. Avec de la dynamique, on a réussi à retracer le moment que c'est arrivé, et on se dit que c'était à peu près il y a 100 millions d'années. Ce qui veut dire qu'un dinosaure avec un super télescope n'aurait pas vu d'anneaux autour de Saturne. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors l'idée, c'est qu'au tout début, on avait une autre planète glacée, lune glacée qui tournait autour de Saturne. Celle-là, un peu comme la planète, j'arrête pas de l'appeler une planète. Quand je trouve quelque chose d'intéressant, je l'appelle une planète, malheureusement. Donc malheureusement, je l'appelle une planète, mais c'est une lune. Donc cette lune, comme encelade, elle a pris un choc violent d'une grosse astéroïde, et ça l'a fracturée. Et du coup, ces fragments, ils sont venus tourner autour de Saturne. C'est comme je vous disais tout à l'heure, avec le moment angulaire qui se conserve, qui vient faire un pancake. En fait, on a besoin de moins d'énergie pour tourner autour de la planète, dans le même sens qu'elle tourne. Donc, ce matériel, lui, il va continuer à tourner autour de Saturne. Ça veut dire des très fins anneaux qui vont continuer, ces fragments, à se rentrer dedans, devenir de plus en plus petits, et tout doucement s'éroder. Donc, qui sait, dans quelques millions d'années, juste millions à peine, on n'aura plus d'anneaux autour de Saturne. Alors, moi, je vais vous parler maintenant des meilleurs indices qu'on a. C'est vraiment le forensic files des systèmes solaires, c'est vraiment les petits corps. Alors, je vous les représente. Maintenant que vous avez vu leur contexte de formation, ils peuvent vous paraître un peu plus intéressants. Astéroïdes, ils se sont formés près du Soleil, là où il y avait le métal, la roche, qui a réussi à s'infiltrer. Les KBO se sont principalement formés in situ, donc là où ils sont maintenant,
mais il y en avait quelques-uns, des réfugiés, on pourrait dire, du système planétaire, qui ont été basculés dans cet environnement pendant la migration d'Uranus et de Neptune. Et nos comètes, qui eux ont été complètement butés au fin fond de notre système solaire pour aller alimenter le nuage de Oort. Donc, juste une petite distinction. Quand un cabillaud nous arrive dessus, parce que ça arrive de temps en temps, ils vont être poussés par exemple par une collision ou par le mouvement littéralement d'une étoile qui passe, ça va pousser un cabillaud parfois sur une orbite plus proche, ce qui veut dire qu'elle va devenir une comète. Donc, on appelle les comètes toujours des comètes, si elles viennent de loin. Celles qui viennent de près, c'est vraiment cabillots qui deviennent des comètes. Et on arrive à les distinguer grâce à leur orbite. Mais côté composition, ils semblent être quasiment identiques. Donc on aimerait, si on était capable, dire ok, donc cette cabillo elle s'était formée à cet endroit-là, une comète qui a la même composition, ben, elle est venue de là-bas, on peut dire que cette comète, de base, elle s'était formée à cet endroit-là. Ça, ce serait le rêve. Mais malheureusement, c'est pas aussi facile que ça, même avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'Arrokoth. Arrokoth, ce quille de bowling, je ne sais pas pourquoi vous appelez quille en français, qui s'est formé avec deux lobes, avec deux plus gros planétésimaux qui se sont rentrés dedans tellement lentement, qui sont venus fusionner et former ce qu'on appelle une planète binaire à deux lobes. Binaire, contact binaire. Donc assez compliqué comme nom. Mais on les adore ces objets-là, carrément vous pouvez voir un cratère dessus. Et ça c'est vraiment la première fois qu'on a visité un petit cabillaud. Parce qu'avant ça on avait visité avec la même mission Pluton. On a fait un quick flyby qui a duré à peu près une dizaine d'heures, après 9 ans de voyage. Et on ne s'est pas arrêté là, on a envoyé la mission continuer pour voir cet objet, Arrokoth. Et on espère continuer à voir d'autres objets avec la mission. Comme je vous expliquais au tout début, mais je fais un petit rappel, quand ces objets glacés se rapprochent de nous, ils vont commencer à sublimer. Et ce petit noyau au milieu, il va être entouré de ce commun. Et ça veut dire que nous, on ne peut pas voir le noyau à l'intérieur. Et le noyau, c'est la partie qui nous intéresse. Parce que c'est cette partie-là qui est vraiment la glace primordiale du système solaire. C'est un peu comme, si vous avez déjà fait un peu de géologie, ou vous vous rappelez vos cours d'SVT, les carottes géologiques ou les carottes de glace qu'on fait en Antarctique, qui nous permettent de comprendre l'histoire de notre glace, l'histoire de notre planète, même d'attraper des météorites et voir les moments où on a été recouvert de plus de chiffres de météorites que d'autres. Donc c'est vraiment génial d'avoir des missions comme, d'avoir des missions qui nous permettent de voir le noyau des comètes. Mais c'est pas évident, parce que les comètes, comme je vous ai dit, c'est tout petit. Quand on est petit et rapide, parce qu'on voit de très très loin, il faut d'abord la rattraper à une vitesse vertigineuse, et ensuite il faut mettre le frein à fond, donc il faut beaucoup de carburant pour essayer de s'arrêter et la rattraper. Donc, le meilleur moyen d'aller sonder ces objets, c'est littéralement d'aller se rattraper avec eux et aller prendre des échantillons. Et là, on est dans une nouvelle ère d'échantillonnage où on peut enfin faire ça. Non seulement on les rattrape, non seulement on peut les orbiter, on peut carrément se poser dessus, on peut prendre un échantillon et le ramener à la maison pour l'étudier sur Terre. C'est comme avoir des météorites qui n'ont pas passé à travers l'atmosphère, c'est vraiment des objets uniques, directement du four d'il y a 4,5 milliards d'années. Il n'y a rien de plus précieux pour nous en laboratoire. Donc on peut faire des missions. Il y en a deux qui ont été faites récemment, Osiris-Rex et Hayabusa 2. C'est des missions qui sont allées voir des grosses astéroïdes, des astéroïdes qu'on appelait Bennu pour les Américains et Ryugu pour la mission japonaise. Mais on a aussi la mission Rosetta. Donc retour d'échantillons pour des comètes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ces objets, non seulement ils vont beaucoup plus vite, donc beaucoup plus de force de freinage, mais ils sont principalement faits de glace, et ramener de la glace sur Terre, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas utiliser les sacs de chez Picard, on est obligé vraiment de mettre des environnements beaucoup plus limités. Et pour l'instant, on n'a pas encore la technologie. On a fait une mission très intéressante il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Stardust, où on est passé à travers la queue d'une comète avec de l'aérogel pour essayer de capturer 3 grains de poussière. C'était quand même ahurissant de faire ça à l'époque. Donc cette mission, Rosetta, elle est vraiment particulière justement parce qu'on a réussi à rattraper une comète, mais aussi parce qu'elle va suivre la comète et orbiter autour pendant 2 ans. Donc dans mon domaine, en cométologie, ou en sciences planétaires spécialité comète,
On parle de ça comme l'ère avant Rosetta et l'ère après Rosetta. C'est tellement démarquant comme moment, cette mission. Parce qu'en suivant ce noyau, on arrive à lier des phénomènes de surface à ce qu'on observe depuis la Terre dans le coma. Ce qui veut dire qu'on peut enfin comprendre qu'il y a une comète qui arrive et qui fait quelque chose de bizarre, ce qui était en train de se passer à la surface du noyau. Parce que regardez le coma, c'est bien, on arrive à voir tout le gaz qui est en train de partir. Mais ce gaz, il est en train d'interagir entre lui. Il y a plein de petites particules qui sont en train d'avoir des réactions chimiques. Il est en train d'être ionisé par le vent solaire qui va venir lui arracher des électrons. C'est violent, ça veut dire qu'on est en train de voir vraiment un effet secondaire. Et nous, on veut remonter à la source. Et cette mission, elle est toute récente. Et c'est une mission européenne. On est parti en 2016, on est arrivé en 2015. Et regardez-moi quand même, là vous êtes en train de voir une falaise glacée d'une comète. Vous avez envie de skier dessus, vous? Moi, pas trop. En fait, là, on a une très belle photo, mais en vrai, tout le gaz qui est en train de faire partir, la poussière qui est dedans, si elle n'est pas éjectée, elle va retomber sur la surface. Ça va créer quasiment un goudron. Donc ces comètes, en fait, ils sont moins réfléchissants que le goudron d'un parking. Et moi, je n'aimerais pas trop skier dessus. La plupart de la glace, c'est du monoxyde de carbone. Il y a de l'eau, ça va, mais c'est principalement poudreuse. Et justement, cette poudreuse a causé problème. Parce qu'on voulait poser une sonde sur cette comète. C'était une des parties principales de cette mission. Poser quelque chose à la surface pour vraiment être nez à nez, coller la face sur une comète. Et donc, on a essayé avec Philae. On l'a posée, tout doucement. Elle avait carrément un jet de gaz qui était censé aller en sens inverse pour la plaquer au sol de la comète. Et ce jet de gaz ne s'est pas allumé. On ne sait pas pourquoi. Donc elle a lancé son harpon, et ça aurait pu aider, mais malheureusement, comme je vous ai dit, poudreuse, elle est tombée dans une partie particulièrement poudreuse, et elle a rebondi dans l'espace. Et bien sûr, ces objets, comme je vous ai dit au tout début, sont très petits. Celle-là, qui fait 4 km de large. Donc imaginez, déjà que vous avez vu des astronautes marcher sur la Lune, comment ils bondissent. La Lune est beaucoup plus petite que la Terre. Donc du coup, quand on saute sur la Lune, on saute 6 fois plus haut. L'attraction lunaire est 6 fois moindre que celle de la Terre. Donc imaginez un objet qui est 1000 fois plus petit que la Lune. Ce petit sonde Philae a failli rebondir aux vitesses d'échappement de la comète. Elle a failli repartir entièrement dans l'espace, à tout jamais. Mais on a eu de la chance, elle est retombée, mais de l'autre côté, avec un petit pied en l'air. Donc voici la fin de Philae. Elle s'est posée sur la comète, mais elle s'est posée à l'ombre, là où on ne peut pas recharger ses panneaux solaires. Donc, ouais, on n'a pas de bol. Bon, on peut dire qu'on a réussi, mais bon, on a réussi, on a posé quelque chose sur une comète. On est assez fiers de ça. Alors là, c'est une image qu'a fait l'ESA pour vous montrer juste la diversité de différentes molécules qu'on a trouvées sur cette comète. Et c'est grâce en fait au spectromètre qui était à bord de cette machine qui a pu analyser, presque renifler en fait la comète pour pouvoir identifier non seulement la composition de la comète, et elle repart. C'est juste une posée de quelques secondes pour ramener. Ça a une valeur plus que l'or pour nous en laboratoire, c'est de la poussière de astéroïdes. Vous êtes en train de voir la toute première poussière de notre système solaire. Les grains de poussière de notre nébuleuse qui nous ont suivis dans notre péripétie de formation. Donc on a des petits cailloux qui se sont formés au tout début, qui n'ont pas réussi à former des planétésimaux plus gros, mais qui ont quand même réussi à s'accrocher à notre petit astéroïde Bennu pendant des milliards d'années. C'est pas dingue qu'on a réussi à faire ça. Et donc ça, c'est il y a très récemment, c'était en 2023, il me semble. Donc c'était une mission, une très belle réussite. Alors, les météorites. Parce que si on ne peut pas aller dans l'espace recueillir des échantillons, eh bien on a bien accès à quelque chose d'autre sur notre Terre. Eh bien c'est ces morceaux d'astéroïdes et de comètes qui vont venir traverser notre atmosphère pour nous faire coucou et pour nous apporter carrément des échantillons. Donc on les adore parce qu'ils nous apportent vraiment des informations précieuses de la composition du disque au tout début du système solaire. Le problème, c'est qu'ils ont cramé. Parce qu'en tombant à travers l'atmosphère, ils vont se frotter contre toutes les molécules d'air qui nous entourent. Alors cette belle atmosphère qui nous protège de tous ces dangers, on est bien content qu'elle empêche les astéroïdes de nous tomber sur la tête, mais en même temps, elles sont en train de modifier la composition extérieure de nos météorites. Et elles nous piquent beaucoup de matière aussi.
Donc ces météorites qui commencent dans l'espace à plusieurs mètres de largeur, quelques-uns ils peuvent faire plusieurs mètres, c'est bien, plusieurs kilomètres, c'est pas bien. Là, on va se retrouver dans l'état de nos pas d'astronautes, ça serait dommage, de nos dinosaures qu'on a perdus à cause d'une comète, je pense que c'est une comète, qui faisait à peu près 20 km au départ. Et elle a cramé en entrant à travers notre atmosphère, elle est venue frapper la péninsule de Yucatan, et tous les dinosaures en dessous, ils ont bien pris cher, plus de dinos, et en plus, ça a mis tellement de poussière dans notre atmosphère que le soleil ne pouvait plus passer, plus venir nourrir les plantes, ce qui ne pouvait plus nourrir les animaux, et du coup, bye bye les dinosaures. Donc nous, on est très heureux d'avoir notre atmosphère parce qu'elle empêche le pire d'arriver. Bon, peut-être dans le cas des dinosaures, on aurait aimé qu'elle soit un peu plus épaisse. Mais trop épais, on se retrouve avec un cas comme Vénus, et là, on a une atmosphère qui est tellement épaisse que l'effet de serre fait monter la surface à 400 degrés. 400 degrés, ça peut cuire ta pizza surgelée en moins de 15 secondes, et en plus, tu n'auras même pas envie de la manger, elle est couverte d'acide sulfurique. Donc, il faut avoir le juste milieu, et là, on va se contenter avec l'atmosphère que nous avons aujourd'hui, parce qu'elle nous protège bien de ces objets, et pendant ce temps, on va se contenter de ces petites roches. Donc, celle à droite, c'est pas des météorites. Je vous montre ça pour montrer un peu la différence. Les vraies météorites, regardez à quoi elles ressemblent. Alors, cette petite couche externe, là, on appelle ça la croûte de fusion. Et c'est comme un gâteau que vous avez laissé un peu trop tard dans le four. Quand vous sortez, il est couvert de cette petite croûte noire. Vous avez les invités dans 5 minutes, vous raclez avec le couteau, il part. C'est tout fin. C'est vraiment juste l'extérieur qui brûle. Et c'est pareil pour nos météorites. Mais ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de matière. Parce qu'au départ, lui, il pouvait faire quelques mètres de large. Là, on a plutôt une météorite plus métallique. Vous allez voir qu'il y a toute une diversité de météorites. Alors là, on a carrément des roches qui sont venues d'astéroïdes. Alors si on arrive à pouvoir les prendre en tranches, les mettre en laboratoire, on peut commencer à étudier de plus en plus près ces matériaux. C'est pas aussi topissime qu'avoir le résultat d'un retour d'échantillon, mais ça nous sert bien à nos fins parce qu'on a beaucoup plus de ce matériel. Parce que les missions Hayabusa et OSIRIS-REx, le plus qu'ils ont pu nous ramener, c'était 100 grammes. Et on était heureux d'avoir 100 grammes de cette matière. C'est mieux que les 3 petits morceaux de poussière qu'on a récupérés avec Stardust. Les météorites, on en a beaucoup. Le problème, c'est les trouver. Et le problème, c'est aussi que notre planète Terre leur a donné une petite aventure, leur a ajouté à leur histoire. Donc elles étaient tranquilles pendant 4,5 milliards d'années, et puis d'un coup, boum, elles sont cramées, boum, il y a de l'eau qui va venir les faire rouiller, qui va venir les faire éroder, et parfois, voyons, notre Terre, elle est 80% couverte d'un océan, ça veut dire que 80% des chutes de météorites vont se trouver au fond de l'océan. Donc on ne va même pas pouvoir les récupérer. Et c'est vraiment dommage. En vrai, le meilleur endroit pour trouver les météorites, c'est en Antarctique. Antarctique, c'est un désert, donc il n'y a pas grand-chose, et le sol est blanc, et ces météorites sont noires. Donc c'est top pour aller les trouver. Mais il faut aussi trouver les chercheurs qui veulent aller en Antarctique. Ouais. Et les chercheurs qui trouvent... Donc là, on a plusieurs météorites qui sont assez fantastiques, qu'on va pouvoir examiner en laboratoire, et quelques-unes ont de la valeur. Du coup, ça veut dire que nous, les chercheurs, on va devoir les acheter à des chercheurs d'astéroïdes, donc météorites, pour pouvoir les analyser. Et déjà, vu nos salaires, acheter ça, c'est pas facile. Donc si jamais vous trouvez une météorite, soyez sympa. Une petite don. Vous allez pouvoir nous aider à comprendre la formation du système solaire. C'est quand même dingue. Donc, pour vous faire un petit récap de tout ça, comment nous, on est aujourd'hui en train de prendre tout ça pour essayer de comprendre tous ces chapitres manquants dans la formation de notre système solaire. On va prendre une approche à la fois dynamique et compositionnelle. Et on va tous travailler dans nos coins et venir se voir en conférence pour échanger des idées, pour essayer de remplir ce timeline et d'améliorer ce qu'on a pour qu'on arrive à un point où on peut enfin comprendre toutes les étapes successives. Ce qu'on a besoin avec la dynamique, c'est de faire des simulations comme je vous ai montré. Alors nous, nos ordinateurs sont assez limités. C'est pour ça que le modèle de Nice, il était que dans début des années 2000. En fait, je crois qu'on vient de fêter les 20 ans du modèle de Nice. Ça va être dans quelques mois. Et depuis 20 ans, nos ordinateurs sont devenus beaucoup plus puissants. Donc on va pouvoir faire des simulations de plus en plus poussées. Parce que de base, on peut seulement tester certains paramètres. Mais maintenant, on peut ajouter des choses de plus en plus poussées. Par exemple, on peut essayer de voir si les planétésimaux se forment de plus en plus gros en même temps que les planètes sont en train d'accréter leur gaz, de grossir, de manger leur gaz.
et comment en fait ces deux éléments, ces deux événements vont venir s'influencer les uns les autres. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas encore faire en ordinateur, en numérique. On n'a pas les ordi assez puissants. Juste le truc que je vous ai montré avec les planètes qui partaient dans tous les sens, ça m'a pris 2 semaines de calcul. J'ai donné mon cluster à notre super ordinateur au labo, et puis j'ai fêté Noël, et puis à la fin de mes vacances de Noël, j'ai reçu un email en disant « Votre calcul est terminé, voici les résultats. » 2 semaines, juste pour ça. Et moi, je n'avais même pas de gaz dans le disque. Les interactions avec le gaz, je ne vous dis pas, c'est incroyablement compliqué. Et puis, on a besoin de regarder les éléments chimiques. Parce que les éléments chimiques vont montrer en fait les processus qui ont pu former ces objets là où ils étaient formés. Et relier ces deux méthodes, la dynamique et la composition, on va pouvoir enfin comprendre où et quand ces objets se sont formés et comment ils sont arrivés à là où ils sont aujourd'hui. Donc c'est vraiment une aventure qui est presque au début. J'ai l'impression qu'on connaît vraiment à peine plus qu'il y a 20 ans, 30 ans. On s'avance en tâtonnant, mais on s'avance quand même. Et on a besoin de chercheurs, d'autres générations de chercheurs. Je ne sais pas s'il y a des jeunes chercheurs dans la salle. Venez nous rejoindre parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de faire ces missions assez incroyables. Et on a besoin de continuer. Oh, wow, je vais dans le mauvais sens. Du coup, ça va être moins joli ma fin. Merci les gens. Voilà. Ça va, tiens-moi. Ciao. Et là, par tiens, partage. Non, elle marche pas. Je peux parler fort. Ah, d'accord, c'est une question de distance. Oh. Oui, ok. Ouais. Donc, merci Sarah pour cette magnifique conférence. On va pouvoir prendre quelques questions, on a pas mal de temps pour prolonger un peu la discussion autour de ce sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trouvé d'êtres vivants sur les autres planètes et qu'on a trouvé. Voilà, il s'était éteint. Ok, c'est possible. Ouais, moi j'aime bien. Ok, on va tester cette théorie. Donc pour l'instant, on cherche partout. On cherche vraiment partout. Et on a même élargi nos critères. Déjà, on cherche de l'eau liquide. C'est un solvant universel qui va nous permettre d'avoir plus de liaisons. Ce qui va permettre en fait à les mouvements qui sont responsables de la vie. Donc on cherche vraiment à trouver de l'eau. Et quand même, dans les endroits où il y a de l'eau liquide, ben, pour l'instant, il n'y a pas de trace de vie. Donc on cherche, par exemple, vous avez peut-être lu, il y a quelques années, il y a eu une pensée qu'il y avait de la vie sur Vénus. Parce qu'on avait trouvé de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et la phosphine qui aurait que être produite par des êtres vivants qui respiraient ou qui avaient juste des processus vivants, ou des processus vivants. Et malheureusement, en fait, c'est un mauvais calcul et on ne l'avait pas trouvé. Mais c'était un des traceurs qui nous intéressait. Donc, pourquoi on ne les a pas encore trouvés? C'est pas parce qu'on cherche pas assez fort. On cherche. On a vraiment des nouveaux instruments tous les jours qui nous permettent d'aller encore plus loin. Là, avec le James Webb Space Telescope, on peut sonder vraiment la composition d'objets lointains, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de traceur. Donc, il y a deux possibilités. Ou c'est qu'on n'a pas encore trouvé, ou c'est qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est mystère. Est-ce que c'est juste que nous, sur Terre, on a de la chance, on est dans les conditions idéales pour faire former la vie, ou est-ce qu'il y a d'autres vies dans notre système solaire? Jusqu'à qu'on en trouve, on ne sait rien. Donc là, il y a beaucoup de chercheurs dans mon laboratoire, par exemple, on fait partie de l'Institut Origine, qui est non seulement des chimistes, des géologues et des astrophysiciens, mais même des philosophes, en fait, qui se posent la question sur sous quelle forme on va trouver une vie ailleurs. Et la définition de vie, c'est vraiment, tu as un objet qui arrive à alimenter sa propre chaleur pour qu'il reste vivant, mais aussi qu'il arrive à se reproduire. Parce qu'en fait, en laboratoire, c'est assez facile de créer notre ADN, en fait, des éléments organiques qui forment la vie, mais les maintenir, les garder vivants pour qu'ils puissent reproduire, pour qu'ils puissent continuer à vivre, et ben, c'est la partie compliquée. Donc pour l'instant, même si on cherche, on n'a rien trouvé, mais on n'abandonne pas, parce que c'est justement en se posant ces questions-là qu'on a des financements.
Donc je suis désolée, on n'en a pas retrouvé, mais on vous dirait immédiatement. Question suivante. Alors, pardon, bonsoir. Donc, je voulais savoir, on a découvert a priori récemment que l'univers est en expansion accélérée, et je voulais savoir, est-ce que ça a fait un impact sur la trajectoire des planètes, ou l'effet est minime au sein du même système? Pas sur notre échelle. Pas sur notre échelle. C'est plutôt, toi tu travailles dans Supernova, le galactique, on va vraiment voir des échelles beaucoup. Mais à part ça, tout ce qui est Great Expansion, la grande expansion de l'univers, ça ne m'embête pas pour mes calculs. Ouais. Ça se remonte à des échelles extrêmement larges. Il faut dépasser les galaxies, même la galaxie d'Andromède qui est proche de nous, enfin proche, une centaine de millions d'années-lumière, l'impact de l'expansion est faible. Une autre question? Vous avez dit que Jupiter elle avait fait un saut d'orbite, mais est-ce que vous savez à quoi il est dû ce saut d'orbite? Donc on pense en fait que c'est le moment où il n'y avait plus de gaz dans le disque, en fait, et ce départ de gaz, en fait, ça l'a perturbé sur son orbite. Et au début, on avait les planètes dans ce qu'on appelle une résonance. Chaque fois que Jupiter faisait 2 tours, et ben Saturne en faisait 3. Et ainsi de suite avec les autres planètes. C'était 2, 3, 2, 2, 2, il me semble, pour ces tours. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, ils vont être ensemble et ça va leur donner plus de force gravitationnelle, mais bon, je ne vais pas parler trop là-dessus. Donc tout ça pour dire, en fait, quand le gaz est parti, ça a perturbé mais juste un tout petit peu l'orbite de Jupiter, mais c'était assez pour briser la chaîne. Et comme cette chaîne s'est brisée, en fait, les planètes ils sont partis un peu dans les sens, ils ont fait un spirale vers l'extérieur, vers leur orbite qui devenait plus excentrique, donc un peu plus ovale, pour doucement freiner et ensuite retrouver des orbites circulaires. Et Jupiter, lui, il se retrouvait à se rapprocher du Soleil, mais pas beaucoup. On pense à peu près 0,2 unités astronomiques, donc à peu près 300 millions de kilomètres. C'est pas énorme. Mais pour les autres planètes, c'était beaucoup plus dramatique. Par exemple, dans mes simulations, on met Saturne qui commençait à l'unité astronomique et maintenant elle en est à 10. Donc ça fait un voyage qui était assez gros. Ce qui a dû beaucoup perturber tous les planétissimaux qui étaient autour. Donc pour l'instant, on pense que c'est vraiment le choc du départ de ce gaz qui a déstabilisé ce système. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour déstabiliser un système, mais maintenant les choses, il n'y a plus rien en fait dans le système solaire qui va nous déstabiliser. Donc c'est pour ça que nos planètes, depuis ce moment, ont pris leur orbite finale et il n'y a plus rien qui va pouvoir les changer. Une autre question? Qu'est-ce qui fait que certains éléments vont s'agglomérer pour faire le Soleil et que d'autres vont continuer à tourner pour progressivement s'amalgamer en planète? Ça, c'est une très bonne question. Il faut demander à un hydrodynamicien. Parce que c'est vraiment les modèles qu'on est en train de faire. On est en train de tester presque élément par élément. Donc ça revient à la forme en fait, des molécules parfois, et aussi à l'environnement. Comme je vous ai dit, à l'intérieur de la ligne de glace d'eau, par exemple, c'est bouclier d'eau. Mais avec tous les autres lignes de glace successives, eh ben, on va avoir un environnement qui est différent dans chaque parcelle de notre disque. Et du coup, l'interaction de chaque élément avec leur environnement va leur faire avancer vers le Soleil ou pas. Donc c'est vraiment une question d'avoir de timing en fait, d'avoir la bonne taille, la bonne forme au bon moment pour pouvoir former. Et là, si on veut vraiment parler de choses un peu plus poussées, on va parler du streaming instability, l'instabilité de courant. Courant comme une rivière, pas courant comme courant électrique. Et ça, c'est un nouveau modèle qu'on utilise. En fait, quand je vous parlais de la formation des cailloux qui vont devenir ensuite des planétésimaux et ainsi de suite, quand on fait ça dans la simulation, on a ce qu'on appelle la barrière du mètre. On a beaucoup de mal à former un objet plus d'1 mètre de large et qui reste plus d'1 mètre de large avant de fracturer. Donc de manière simulation, on peut faire vraiment parcelle par parcelle, mais faire interagir, on n'a pas encore assez de puissance, on n'a pas encore vraiment les paramètres spécifiques pour pouvoir former les objets assez larges, jusqu'à l'invention du streaming instability. En fait, on aura carrément un courant en train de tourner autour du Soleil, parce qu'on va avoir des endroits avec plus de matière et un peu moins. Quand vous regardez une belle photo de Jupiter, par exemple,
Ça, c'est un exemple, mais juste le comportement de gaz. Vous allez voir qu'il y a des endroits où le gaz se comporte de manière différente. Donc si on est autour du Soleil, dans un endroit assez dense, et on a des courants tout fins, ben dans certains de ces endroits, on a exactement les conditions de pression et de température pour former quelque chose de solide. Donc on appelle ça le streaming instability, c'est tout nouveau, c'est vraiment quelque chose qu'on est encore en train de travailler dessus, je crois que c'est en 2015 ou en 2016 qu'on a eu le premier papier dessus, et c'est vraiment d'après 2008 qu'on a vraiment pu avancer. Et donc on essaie c'est un parti de modèle qui est vraiment en développement actuel. Et pour répondre à la question, du coup c'est pour ça que certains éléments vont pouvoir coller ou pas, c'est vraiment d'avoir les bonnes conditions et vraiment être au bon endroit au bon moment. Ouais. Avec plaisir. Est-ce que c'est déjà arrivé dans toute l'histoire de neutraliser un astéroïde ou une comète qui était menaçante pour la Terre? Je vais vous ouvrir un autre diapo, parce que je viens de le faire il y a quelques jours, s'il est en lien. Je vais vous montrer la mission DART, qui est toute récente, qui est partie vraiment il n'y a pas très longtemps. Ok, donc on va commencer ici à la mission DART. Comment on est... C'est là? Non, c'est pas là. C'est là. Voilà. Ah, bien sûr, j'ai appuyé sur mon truc. On retourne. Désolée pour la petite intermission. Alors ça, c'est la mission DART. L'idée, en fait, c'est justement de faire ce qu'on vous disait, anéantir un danger pour la Terre. Parce que oui, mauvaise nouvelle, à n'importe quel moment, un astéroïde peut nous tomber dessus, anéantir toute vie sur Terre, et on ne serait même pas prévenu. Donc là, déjà, on fait un effort de prévention. L'effort de prévention, c'est avec des télescopes qui sont méga puissants, qui balayent le ciel toutes les nuits, et on compare de nuit en nuit pour voir s'il y a du mouvement. S'il y a quelque chose qui bouge comparé aux étoiles fixes, bon, elles ne sont pas fixes, mais dans l'échelle de temps, ils semblent fixes, on peut dire qu'on a découvert ou une nouvelle astéroïde ou une nouvelle comète. Puis, on va essayer de calculer la trajectoire. Est-ce qu'il nous tombe dessus, ou est-ce que c'est un truc qui n'a aucun risque, on peut l'analyser sans problème? Alors l'idée, c'est qu'un jour, si on en trouve un qui nous fonce dessus, mais on l'a trouvé assez tôt, si on arrive à lui donner un coup de poing, ça va lui changer sa trajectoire d'un tout petit peu. Mais quand on est à des échelles tellement lointaines, eh ben, ça va complètement dévier l'objet. Si par exemple, là, je viens vers vous, on me donne un coup, et sur des échelles de temps assez longues, voilà, je vous évite, c'est voilà, pauvre Vénus qui va se faire prendre. Donc on a testé ça avec la mission DART. Et cette mission, c'était pour aller voir un système binaire, donc un système où on a un astéroïde qui tourne autour d'un autre. Parce que oui, les astéroïdes peuvent avoir des lunes. Waouh, c'est quand même dingue. Alors, on a cette petite lune qui s'appelle Didymos B, on appelle Didymoon en anglais parce qu'ils sont mignons. L'idée, c'est d'envoyer un satellite, ou juste une sonde, qui va lui donner un impact à peu près 6 mètres par seconde, il me semble, et pour voir si on va pouvoir changer son orbite autour de l'autre astéroïde. Donc c'est un objet assez large quand même, donc ouais. Mais petit dans le haut des choses, moins d'1 kilomètre. Et voici la vidéo. Je pense que je peux la faire lancer ici. Boum. Vous voyez, la petite sonde, elle a travaillé jusqu'au bout. Elle a commencé à envoyer des pixels même quand elle était en train de mourir. Donc voici une photo qui a été prise de la mission de loin, avec un petit CubeSat italien qui est parti avec la mission. Donc vous voyez, plein de poussière partout. Et c'est une mission avec un franc succès, parce qu'on a non seulement réussi à réduire l'orbite de Didymoon autour de Didymos, mais de plus de 30 minutes que prévu. Donc c'est vraiment un truc, vraiment un beau succès. Ce qui veut dire que dans les années prochaines, si on trouve un astéroïde, on a assez de temps pour monter une mission pour lui donner un coup de poing, eh ben on y sera, on sera capable de le faire. Donc bravo pour nous, on a enfin un système de défense. Mais maintenant, il faut bien qu'on monte la mission, qu'on prépare les fusées et qu'on soit prêt à partir au minute près, parce que c'est pas tous les jours qu'on va pouvoir monter cette mission. C'est justement un problème qu'on a pour visiter les comètes, par exemple. Parce que les comètes qui viennent de loin, les comètes qui viennent de près, Rosetta, on l'a visité parce que c'est Chury, la comète, on l'a visité avec Rosetta parce que c'est une comète qu'on connaissait la trajectoire. Donc on pouvait bien se poser dessus. Mais si on connaît la trajectoire, ça veut dire qu'elle est déjà visitée le Soleil, ce qui veut dire qu'elle a déjà été altérée par son voyage autour du Soleil, ce qui veut dire que malheureusement, elle ne peut pas avoir l'effet vraiment exactement comme elle était il y a 4,5 milliards d'années.
Donc si on a envie de voir une comète nouvelle, on attend celle qui vient du nuage d'or pour la toute première fois, on l'observe, boum, c'est l'heure de monter une mission, on se met d'accord, on parle, ok, il faut envoyer des proposals, ok, il faut attendre que l'ESA ou la NASA valide la mission, ok, est-ce qu'ils vont dénicher de l'argent, ok, bon, il faut commencer à construire les instruments, et la comète est partie. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est une nouvelle mission qu'on prépare, qui s'appelle Comète Interceptor. Voilà, donc Comète Interceptor a été accepté par l'ESA, on a commencé la construction, on a même complètement fini quelques-unes de nos instruments. L'idée, c'est de l'envoyer dans l'espace avant qu'on connaisse la comète qu'elle va visiter. On va la mettre en veille, juste en train de tournoyer autour du James Webb Space Telescope, elle va juste se poser au point de la branche 2, et au moment qu'on trouve une énorme comète super intéressante qui vient nous voir, ou même un objet interstellaire, comme vous avez peut-être entendu de ou moi, celui qui ressemble à un cigare et les gens pensent que c'est des aliens, mais c'est pas des aliens. Ouais. Donc si on trouve un autre objet de ce type, et ben ce comète interceptor, on l'allume et il fonce dessus. Ça va pas être une mission comme Rosetta, on va essayer de poser une sonde, ça va pas être une comète, ça va pas faire des orbites autour de cette comète, c'est vraiment pour essayer de la rattraper, regarder à travers le coma, prendre quelques photos, quelques mesures de composition et repartir pour faire une autre comète. Si on a la chance, on va pouvoir faire minimum 2 ou 3 comètes avec cette méthode, avec la même sonde. Donc on a hâte qu'elle parte. Elle va partir en 2029, si tout se passe bien. Pour l'instant, elle reste dans les temps. Ce qui veut dire qu'en 2031, on va peut-être pouvoir explorer le premier objet interstellaire avec un objet avec une de nos sondes. Donc on avance, on a des belles missions prévues. Et j'ai complètement parti en tangente, c'était pas ma question de base celle-là, mais je voulais vous en parler parce que c'est une très belle mission que j'aime bien. Voilà. Du coup, est-ce qu'il n'est pas envisageable de détourner cet appareil de son utilisation primaire si on repère une comète qui est suffisamment grande pour avoir une taille respectable quand elle entre dans l'atmosphère, pour pouvoir du coup la faire venir à l'eau alors qu'elle ne donnait pas de base? Ouais. Est-ce qu'on a envie qu'elle vienne nous voir celle-là? Est-ce qu'on a vraiment envie de la détourner? Ouais, dizaines de mètres, ouais, peut-être. Ouais, la ramener, oui, donc ça c'est un truc, on discute beaucoup, mais c'est surtout avec les agences privées qui veulent essayer de ramener les comètes et les astéroïdes plus près de la Terre. Bon, c'est toujours pas pour des fins scientifiques, c'est surtout des fins de... voilà. Parce que certains astéroïdes, ils ont beaucoup de valeur. Tant que j'ai ce slide, en fait j'aurais dû combiner les deux présentations, parce que là j'ai plein de slides à vous montrer. Est-ce qu'on vous a parlé de la mission Psyche, par exemple? Celle-là, en fait, c'est la visiter un astéroïde qui a une valeur de 700 quintillions de dollars. Donc si on ramène sur Terre, on est tous milliardaires et l'économie s'effondre immédiatement. Et la civilisation en si, ça dépend de comment on la fait venir. Donc oui, c'est envisageable, on pourrait essayer, mais est-ce qu'on a envie? C'est ça la grande question. Voilà, peut-être un jour, quand on aura des choses prêtes pour l'analyser ici, mais pour l'instant, je pense que c'est mieux de qu'elles aient la Terre, on les laisse tranquilles. Question suivante. Quelle est l'influence des particules dans la création du système solaire? Particules, ondes gravitationnelles ou la matière noire? Voilà. On est vraiment... Pour l'instant, la matière noire répond à la question pourquoi nos galaxies tournent plus vite que prévu avec la masse qui est contenue. Ça veut dire qu'elles sont plus lourdes. Mais nos systèmes solaires n'ont pas de problème de masse. Pour l'instant, notre système solaire est exactement aussi massif que la gravité la laisse faire. En fait, si on se met peut-être il y a 200 ans, on se posait la question pourquoi Uranus tournait un peu bizarrement. Ah oui, c'est parce qu'on a une planète qui tire dessus. Là, au moins, on a une histoire de masse qui ne colle pas avec ce qu'on observe. Mais là, aujourd'hui, on sait pourquoi on a la masse. Là, on a la masse, tout va bien, il n'y a pas de matière noire qui va nous aider à répondre à la question. Voilà. Donc, gravitationnel, par contre, on a ce force qui est tellement long que ça ne va pas vraiment changer la forme. Ça va pas changer la donne, au moins pour la formation des galaxies. En plus, ils forment vraiment sur des échelles de temps très courtes. On n'a pas vraiment cette réponse. Dans le modèle que vous avez décrit tout à l'heure, je crois que c'était celui de la seule planète, il y a des planétésimes qui sont supposés avoir existé avec. Est-ce que dans vos modélisations, vous avez réussi à dénombrer le nombre de planétésimes? Le nombre et la masse prime, en fait. C'est un des contraintes qu'on essaye de contraindre.
Donc on peut se dire que c'est quoi 1000 fois moins que la masse terrestre. Donc 1 millième de masse terrestre à certains endroits. Le problème, c'est que la répartition exacte, on ne sait pas encore. Parce qu'il y a une nouvelle théorie qui dit que les lignes de glace, en fait, ils vont former des objets juste derrière eux, et quand ils avancent dans le disque, parce que l'étoile est en train de refroidir, ils laissent derrière eux ces objets, ce qui voudrait dire qu'on aurait des endroits vides dans notre disque. Donc on sait qu'il y avait une masse particulière entre Saturne et Neptune pendant la formation des planètes pour pouvoir expliquer leur mouvement et la répartition actuelle des astéroïdes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont plus répartis en mode il y a beaucoup plus près de Saturne, beaucoup plus près de Neptune et rien au milieu, ou si c'est vraiment uniforme comme dans la simulation qu'on a donnée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de contraindre. C'est vraiment une des problématiques, je suis dessus en ce moment même. Donc je vous tiendrai au courant. Oui, bonjour. Après tout ce que j'ai entendu, là, votre limite actuellement, c'est la modélisation, vu qu'on n'est pas capable, de façon générale, de regarder physiquement les phénomènes. Donc, votre cœur de métier, c'est de simuler actuellement. Et vous êtes limité, pour ce que j'ai compris, à la puissance informatique actuelle. Est-ce que vous travaillez avec des informaticiens sur le futur de l'informatique, l'informatique quantique, et l'arrivée de l'IA, qui peut vous aider grandement dans vos recherches? Voilà ma question. Quantique, pas encore. Si mon labo achète un ordinateur quantique, je serais heureuse, mais pour l'instant, je pense que c'est pas dans le budget. C'est pas notre priorité. Mais tout ce qui est IA, on commence à en parler. Dans mon domaine, on n'a pas vraiment besoin, parce que l'IA ou la machine learning nous aide plutôt dans l'identification de choses. Donc on a pensé par exemple utiliser du machine learning pour nous aider avec les spectres de comètes, identifier la composition avec des endroits qui sont très bruyants. Le machine learning est aussi utilisé pour identifier les exoplanètes maintenant. Parce qu'avant, ce qui prenait un jour pour qu'un astrophysicien aille vérifier que le proposal il colle bien avec que la planète proposée colle bien avec ce qu'on pourrait attendre. Donc on va dedans, on va essayer de calculer, on va essayer de trouver. Ça prenait longtemps. Mais là, avec le machine learning, on peut descendre ça à 0,4 nanosecondes. Donc ça nous permet d'utiliser le reste de temps pour comprendre mieux cette planète plutôt que la trouver. Donc machine learning peut nous servir, et c'est vraiment quelque chose qu'on discute depuis 4 ans à peu près. Il y a plein de formations dessus. Donc j'ai fait une formation dessus et j'ai réalisé que pour moi ça ne me sert absolument à rien pour l'instant dans ce que je fais. Mais c'est quelque chose qu'on en parle de plus en plus. Et peut-être, qui sait, que ça va devenir tellement puissant que ça va nous aider à améliorer les simulations. Et puis vous avez demandé si on travaille avec des informaticiens. Malheureusement non. Il y a un certain nombre de laboratoires qui ont des techniciens de recherche, des ingénieurs de recherche qui sont vraiment calés en informatique pour améliorer ces modèles, pour nous aider à rendre plus efficaces, pour qu'ils tournent plus vite. Moi, j'en ai pas accès. Malheureusement, je suis vraiment déçue. Donc moi, je dois tout coller moi-même et essayer de m'améliorer en demandant à des potes de voir si eux, ils peuvent le rendre plus facile. Il y a les bases au moins, ce qu'on appelle les intégrateurs numériques. Eux, ils sont assez puissants et c'est vraiment des bibliothèques qu'on utilise en Python, par exemple, qui ont été vraiment travaillées pour être optimisées. Donc au moins, j'ai accès aux outils qui me servent et qui m'aident à faire des choses de plus efficaces. Mais j'aimerais bien avoir un ingénieur de recherche qui me dit en fait, si tu fais ça, ça tourne 10 fois plus vite. Ça serait génial. En plus, parce que maintenant, dans mon nouveau labo, on n'a pas eu le droit d'utiliser plus de 7 jours sur les ordinateurs. Donc je dois tout couper en moitié et puis recommencer. C'est vraiment frustrant. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Sinon, moi j'en ai une pour Sarah. Tu nous as dit que les anneaux de Saturne ils viennent de la collision, donc probablement d'un astéroïde ou d'une comète avec une ancienne lune. Est-ce qu'on a une idée de la taille du coup que c'est cette lune? Je ne sais pas, peut-être en comptant toute la masse, tous les petits cailloux qu'il y a dans les anneaux. Oui, mais je ne l'ai pas sur la tête malheureusement, mais dans ma tête je ne l'ai pas maintenant. Ça a dû être énorme par contre pour pouvoir détruire une lune de cette taille. La lune, on pourrait imaginer qu'elle est un peu comme Encelade, moins de 1000 km de large, vraiment moins gros que la lune. L'objet qui lui a fait la collision, je ne sais pas de la taille, mais c'est estimé, donc il faut juste lire l'article. L'article est vraiment cool aussi. Et il y a plein d'articles qui ont été écrits après pour vraiment essayer de bidouiller pour trouver exactement ces valeurs-là. Donc je suis désolée que de tête, je m'en souviens plus. Les dernières questions? S'il n'y a plus de questions, alors on va pouvoir remercier Sarah encore une fois.